Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 1er décembre 2025. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et nous sommes de retour au bar Les Souffleuses, au 7 rue de la Verrerie, dans le 4e arrondissement de Paris. Et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Nous y sommes. C'est la fin de l'année 2025. Alors, 2025 était-elle meilleure que 2024 ? Alors, tout porte à croire que non. Mais une chose que l'on espère, c'est qu'elle a été un tout petit peu plus folle, parce qu'en ce mois de décembre, nous fêtons officiellement les 1 an d'existence du Masque et la Plume dans le cul. Et vous qui écoutez, j'en suis sûr, très assidûment chaque épisode du Masque et la Plume dans le cul. D'ailleurs, on va faire un petit test. C'était qui le dernier invité ? Ah ouais. Voilà, non mais attends, voilà, c'est un public à l'image de sa drag queen, toujours bloqué dans l'after de ce matin. Donc, si vous vous souvenez bien, nous avions commencé notre saison 2 avec un épisode avec Maudrama, dans lequel j'avais, dans mon introduction, pris la décision exécutive de mettre fin à une storyline qui n'avait que trop duré concernant une personnalité politique de droite dont nous nous étions beaucoup moqués, au point qu'on avait fini par trouver ça un peu feignant et un peu facile de s'en moquer. Alors, vu qu'on travaille très très fort et qu'on se creuse vraiment le cerveau, on s'était tourné vers une cible beaucoup plus originale et subversive afin de confronter notre public de gauchias à ses contradictions grâce à Nicolas Sarkozy. Et oui, hashtag ça dénonce. Mais malheureusement, cette personnalité de la saison 1 est revenue. Nous qui la croyions disparue, au moins pour un moment, elle s'est imposée à nouveau à nous, sans notre consentement, tel Vincent Lagaffe avec le Big Deal, ou le retour du maillon faible sans Laurence Boccolini, sacrilège, ou encore la saison 4 de Drag Race France sans Babouchka Babouche. Ouh. Rachida Dati est de retour. Cri d'horreur. Et elle est plus déterminée que jamais à gagner la ville de Paris. Alors, elle est visiblement toujours pas étouffée par sa propre indécence, comme lors de son dernier coup de com', où elle s'est pointée un samedi soir rue des Archives. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une rue très gaie et emblématique du Marais, le quartier gay de Paris. Alors, elle s'est pavanée et a pris des selfies avec les gays du quartier. Alors, Dati connaît bien son capital sympathie chez les gays, puisqu'elle avait déclaré en 2020, chez les gays, je suis Dalida. Alors non, Rachida, c'est une déclaration mensongère, encore une fois, puisque Dalida, elle, avait déclaré dès 1985 sur TF1 que, je cite, « Les homosexuels sont des gens comme tout le monde, ce n'est pas une maladie ». Alors que Rachida Dati s'est abstenue en 2021 lors d'un vote pour l'interdiction des thérapies de conversion au Parlement européen. Alors voilà, devons-nous donc vraiment rappeler que Rachida Dati et tout son camp politique, aussi camp soit-elle, n'ont jamais été et ne seront jamais des alliés des personnes LGBTQ+. Et pour citer les mots d'une ancienne invitée, Marlène Saldana, dans la saison précédente, on n'est pas à une contradiction près, mais quand même. Et aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Il nous est donc impossible de ne pas avoir une pensée pour les millions de personnes décédées suite à une maladie liée au sida. Et nous pensons à toutes les personnes aujourd'hui stigmatisées et exclues, car porteuses du virus. Et cela du fait des politiques de droite, de casse des services publics, d'austérité et de contrôle moral et policier que des personnes comme Rachida Dati ont mis en place pendant des décennies. Et aussi, l'histoire de l'épidémie de VIH dans la communauté LGBTQ+, ne peut pas se raconter sans parler de toutes les personnes ayant pris soin des malades, et en particulier les amies lesbiennes des amis homosexuels qui mouraient à l'époque.
Alors, si certains gays ont oublié leur histoire au point de préférer Rachida aux copines lesbiennes, nous les PD, on sait ce que la communauté doit aux lesbiennes. Et puisque nous recevons ce soir comme invité une femme qui aime, entre autres, les femmes, le masque et la plume dans le cul souhaite rendre fémage aux lesbiennes pour leurs apports cruciaux à la culture avec un cul. Alors les lesbiennes, merci pour les films en costume. De portrait de la jeune fille en feu à Ammonite, vous nous avez prouvé qu'on peut passer un week-end pluvieux en Normandie et avoir quand même très très chaud. Bravo aussi pour le groupe Superbus. Parce que c'est déjà trop bien que la chanteuse soit la fille de Chantal Lobby et qu'elle soit en plus lesbienne, mais c'est encore mieux que la chanson Lola soit un baigneur, parce que ça fait qu'on vous pardonne d'avoir mis au monde la musique de l'autre lesbienne mainstream des années 2020, à savoir Santa. Merci de soutenir le Made in France et de tenir à bout de bras l'économie française en achetant des mousquetons plus que de raison à Decathlon. Bravo pour Jodie Foster, et puis si vous êtes farouchement franco-française, bravo pour Muriel Robin. Bravo de faire marcher le secteur de l'escalade en hiver et de l'acrobranche en été. Oui, le masque et la plume dans le cul soutient la pratique sportive régulière en dehors qu'à Basic Fist. Oula, c'était pas volontaire, je vous assure. Et bravo aux lesbiennes de libérer des appartements vides à l'heure de la crise du logement, puisque quand vous êtes en couple, vous emménagez avec votre meuf. Au bout d'une semaine de relation, ça crée du turnover qui permet aux gays d'organiser des partous dans plusieurs appartements en même temps. Et ça, si c'est pas du soutien communautaire, je ne sais pas ce que c'est. Alors, merci les lesbiennes d'avoir pris soin des gays et des PD. Et bravo les lesbiennes de sauver la France, tout simplement, en fait. Et puisqu'une lesbienne peut en cacher une autre, nous allons faire sortir du placard celle qui reste très secrète sur sa vie sentimentale. Serait-elle la deuxième actrice au monde après Muriel Robin à être ouvertement homosexuelle? Je veux bien sûr parler de Babouchka Babouche. Elle est là! Bonsoir! Mais qui a dit que j'étais actrice? Et avec nous ce soir, la Mother du son du masque et la plume dans le cul, qui peut se transformer en mère fouettarde lors du mois de Noël, à écrire évidemment avec deux L, Noël. Elle vous fouettera si vous avez été vilaine cette année grâce à ses câbles XLR. Je veux bien sûr parler Douce, notre régisseuse. Et ce soir, nous recevons une personnalité, une artiste qui touche à tout. Elle fait de la photo, des films, des podcasts et enflamme les dance floors de la France entière en tant que DJ. Kai Baby est avec nous. Hello. Alors Kai, on va commencer par les choses sérieuses. Parce que tu es une fan de musique pop et aussi de concerts. Alors, on va débriefer avec toi l'actualité chaude de la semaine dernière, les deux concerts de Yel. Ouais. À l'Olympia et au 104. Alors moi j'étais à l'Olympia, toi tu étais au 104. C'était au 104, ouais. Moi je tiens à préciser que dû à des expériences difficiles dans ma vie, j'ai fait une intoxication alimentaire qui m'a obligé à vendre des places pour les deux événements. Parce que la folle avait quand même acheté des places pour les deux événements à 3 jours de séparation. Mais j'étais pas pour qu'on en parle dans le podcast en fait. Du coup, vous allez en parler et je reviens vers vous après. Alors, en mode événement traumatique. Kai, un débrief sur ce concert que moi j'ai trouvé vraiment iconique. Ouais, en vrai on est d'accord sur ce mot. Iconique, ça leur va bien. Moi c'est un groupe, c'est pas la première fois que je les vois. Je pense que je les ai vus, une petite dizaine de fois en vrai à travers les années, donc beaucoup quand même. Moi je les ai vus 3 fois cette année. Cette année? Ouais, cette année. À la Flash Cocotte, à la première partie de Drag Race France et là. Ouais. C'est vrai que oui. Mais c'est toujours aussi fun. Mais on s'en lasse pas, tu vois. Et pareil, en vrai, c'est un groupe que j'ai vu pas mal. Et je pense que là, c'était leur meilleur show. C'est la meilleure chose, je pense, qu'ils aient proposé. Non mais stop arrêtez. Écoute, ma belle, fallait vaincre l'intuition. En vrai, tu sais quoi?
Moi, j'ai raté Cowboy Carter Tour parce que j'ai mangé des sushis à Châtelet. Voilà. Moi aussi, c'était des sushis. Moi aussi, c'était des sushis. C'était à Châtelet, toi aussi? Non, c'était pas à Châtelet. Bon, on aurait pu Non, en faire merci. plein, donc je sais pas. Et non, mais en vrai, on en parlait un peu avant. Je disais que c'est assez ouf parce que en voyant le concert, je me suis rendu compte à quel point quand même Yel avait influencé genre tellement d'artistes de la queerness, genre de notre âge, donc genre Ouais. voilà. Et qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on est de notre âge, ah ouais. De notre âge. Ouais, enfin en vrai c'est ouf, tu vois. Ah, mais oui, carrément. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, c'est ce dont on parlait l'autre jour, mais en fait, c'est une meuf qui est genre en couple avec un homme depuis genre 2003. Enfin, genre, et c'est fou qu'elle ait autant eu un impact sur la communauté queer et que, bah, en vrai, à ses concerts, enfin, je sais pas toi, du coup, à l'Olympia, comment c'était, mais moi, c'était vraiment même pas hétéro-friendly, quoi. Non, c'était. Je pense pas qu'il y avait un homme hétéro dans la salle. Non, mais je pense pas non plus, ouais. C'était assez incroyable. Ouais. Mais tant mieux, c'est un peu des espaces en mixité Ouais. Choisi. dont on rêve. Mais ouais, franchement, c'était incroyable. Et la setlist, quoi. Ouais. Trop bien, ils ont fait un karaoké et tout. Enfin bon, on va arrêter de vous donner du seum. Ouais, fallait être là. Fallait Fallait être être là. là. Mais alors moi aussi, alors j'ai pas réussi à avoir des tickets pour le Mayhem Ball de Lady Gaga. Alors déjà, est-ce que tu as une stratégie spécifique? Toi, tu vas à beaucoup de concerts pour choper des places dans des concerts que tu peux pas avoir. D'où vient l'argent? Ma belle. D'où vient l'argent? Ben, je travaille. Non, d'où vient l'argent? Bah, en vrai, de vrai, moi, T'es en salariat? Non, pas du tout. Ah, ok. Non. Mais non, pas du tout. Juste, je pars pas trop en vacances. Et du coup, je dépense beaucoup dans des concerts. Et en vrai, beaucoup, c'est relatif. J'avoue que j'ai beaucoup d'invites. Ça, c'est vrai, ça aide. Mais Et qu'est-ce que t'aimes dans... Comment... Alors, tu voulais... débrief Lady Gaga. Ouais, le concert, c'était le meilleur. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Je pense que j'ai pris genre 3 jours à m'en remettre. Ok. Voilà, Trop c'est à bien. ce point que c'était trop bien. Est-ce que tu dirais... Attends, on est en train d'enregistrer un podcast, on a besoin de... Ma Simon. belle. Quoi Non, mais je sais, c'est juste que I need to focus. On fait anglais. peu de participation du public, je suis désolé. Ouais, c'est nous les stars. On a prévu ça pour plus tard, mais genre dans plusieurs ouais, années. Voilà. Attends, qu'est-ce que je vais dire Lady Gaga. Lady Gaga, C'était oui. exceptionnel. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier concert? Ouais. C'est honteux ou pas? Un peu, ouais. Est-ce que c'était Laurie? Non. C'était. Enfin, C'est honteux, Yann. je sais pas si j'irais jusque-là, mais c'était la Star Academy. Ah Ouais, je suis allée voir la tournée, enfin la saison de Grégory Le Marchal, du coup, quand il était encore en vie. Voilà, et c'était, je crois que c'était au Zénith de Paris, un truc comme ça. Et en fait, juste Petit ange j'étais... parti trop tôt. Hein. Ouais, arrête, le pauvre. Mais juste, j'étais trop obsessed déjà par la Starac. Et je sais pas s'il y en a qui regardent la Starac, mais nouvelle génération, mais voilà, moi je suis trop dans ce train. Et voilà, en vrai, c'est marrant parce que ça a un petit peu, c'était un peu le forecast. Enfin, j'ai l'impression que ça a un peu. Ça a beaucoup, enfin, je trouve que ça dit beaucoup du coup. Mais oui, parce que justement, on voulait en mode parler. pop stars, en mode avant-garde. Exactement, parce que t'es vraiment très pop star, pop culture, et Mais notamment. genre toi, t'adores Marguerite et tout. Ben, c'est pas trop ma cam. Tu vois, moi, je suis plus grosse pop star. C'est moins mon. Je suis pas autant variété française, etc. Après, je suis très curieuse musicalement. Du coup, j'écoute. Non, mais en vrai, j'ai écouté et j'ai trouvé ça appréciable. Tu vois, après, je vais peut-être pas. C'est pas le truc que je vais rejouer en boucle, mais je trouve ça très sympa, ouais. Okay. Je trouve ça Ok. cute. Et donc, justement, ce qui est marrant, c'est que t'as créé un super podcast avec la journaliste Juliette Soudarin. C'est bien Ouais. ça? Force Ouais, à c'est elle. ça. Qui s'appelle Groupie, qui est dispo, qui est dispo sur les plateformes. Donc il y a 8 épisodes. Ouais, C'est ça. ouais. Et en fait, à chaque fois, vous partez à la rencontre de fans, de groupies qui ont à un moment réussi à rencontrer ou passer un moment particulier avec leurs artistes fans. Donc il y a un épisode qui s'appelle Quand j'ai touché les cheveux de Robert Smith, donc le chanteur de The Cure, ou Quand je suis devenu bestie avec Dua Lipa, ou encore Quand j'ai fait la fête avec Tokyo Hotel. Donc, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le phénomène des groupies et dans la culture fan de manière générale? Pourquoi vous avez voulu faire ce podcast? Je pense que ça vient déjà d'une expérience personnelle, quoi. Enfin, Juliette comme moi, on a toutes les deux été fans, alors d'artistes et de groupes très 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 différents. Enfin, moi, je suis très pop girlies. Juliette, elle est très rock homme, quoi. Mais voilà, mais c'était cool parce que ça faisait un bon tandem et en fait, on s'est juste rendu compte qu'il y avait pas trop d'espace médiatique qui donnait la
parole aux fans, qu'on parlait beaucoup pour eux, mais que leur donner vraiment la voix, le micro pendant 20-30 minutes, c'était un truc qui était assez peu fait. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas, et en fait, on sait que aujourd'hui la Gen Z a un attention span de genre 3 secondes et demie. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut rendre ça intéressant via le biais des story time. C'est un peu comme ça qu'on a trouvé l'accroche, d'où du coup un peu ce gimmick de rencontre, etc. Mais en vrai, l'intérêt c'était quand même de parler de choses qui étaient un peu plus profondes que juste la rencontre, et d'aller vraiment parler de plein de l'expérience, en fait, de ce que c'est qu'être fan et aussi être une meuf, parce que en fait, quand t'es fan et que t'es un mec, si t'es fan je sais pas, de sport, de ce que tu veux, ce sera rarement moqué, en tout cas. Les mecs qui hurlent devant un match de foot, on n'est pas en train de leur dire ferme ta gueule, quoi. Ou genre pourquoi est-ce que t'es là, ou pourquoi est-ce que t'as des émotions qui te dépassent à ce point, etc. Alors que des meufs devant One Direction, enfin c'est directement relié à d'autres choses. Donc voilà, nous ça nous intéressait de pouvoir parler de tout ça. Bah ici je sais pas si on est dans un safe space, mais on est dans un espace de vérité. Alors je vais commencer à... J'étais Gleek. Moi aussi. Oh mon Dieu, moi aussi. Et du coup, je voulais savoir, toi, ton fandom, c'est vraiment celui-là aussi que t'étais jusqu'au cou, ravagée, complètement folle, à regarder les épisodes en live à 3h du matin? Tellement. Mais moi, Glee, c'était tout, quoi. C'était tout. Vraiment, Santana, merci. Même Rachel, merci, ma vie. L'épisode où ils font une chanson et ils dansent tous dans des fauteuils roulants. Écoute, pour l'époque... un fauteuil roulant. Bref. J'y pense beaucoup. Je pense que, ouais. Aujourd'hui, un peu hard watch. Mais voilà. Bon. Moi, ça va, j'ai pas d'amis en fauteuil roulant. Donc dans chaque épisode du podcast, vous décortiquez un aspect de la culture fan. Et donc justement, comme tu disais, on découvre qu'il y a bien plus que cette image un peu misogyne d'adolescente immature. Je sais pas si tu te souviens, il y avait le petit journal qui faisait cette chronique qui s'appelait Eaux précieuses, où c'était vraiment genre que des mecs genre comme ça. Et en fait, quand tu regardes, c'est en mode genre tellement sexiste. Mais tu racontes aussi comment être fan d'un artiste, c'est un moyen pour beaucoup de personnes, et notamment les personnes queer, en fait, de tisser des liens et de sortir de l'isolement. Qu'on peut ressortir à l'adolescence quand on est différent. Et donc justement, ça a joué quel rôle pour toi, la musique, la pop culture, la culture fan dans ton adolescence? Ça ressemblait à quoi ton adolescence? Moi, en fait, j'ai grandi sur Tumblr, donc je pense que ça répond à beaucoup de tes questions. Moi, j'étais extrêmement fan de Lana Del Rey, de Marina and the Diamonds, de Charli XCX, voilà. Et donc vraiment, j'étais la Tumblr girl originelle. Et je pense que être fan, et en tout cas... T'avais beaucoup d'amis gays, non? Tellement. Mais en fait, je crois que... Ouais, mais tu sais que littéralement, je peux noter le jour où je me suis rendu compte que j'étais queer. Parce que genre, c'est le jour où je suis allée au concert de Marina and the Diamonds et que j'ai regardé tout le monde autour de moi et que je me suis dit, ouais. Alors, moi, c'est marrant parce que je suis allée à ce concert... Je crois le premier qu'elle a fait. Ouais, et c'est là où j'ai fait ma première crise de panique. Écoute, deux salles, deux ambiances. C'est le jour où j'ai identifié ce que c'était. Bah tu vois, on a identifié deux choses. Ouais. Mais on a grandi ensemble. Il y a des révélations. Life-changing experience. Voilà. Et justement, comme on parle de communauté, notamment de communauté digitale, de rencontres online, tu es aussi une très bonne DJ. Et notamment, quand même, tu as fait la première partie d'Isabella Love Story, une icône de reggaeton pop hondurienne qui est basée à Montréal, que moi j'adore. J'ai ouï dire que ton set était légendaire. Vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est que dans ta pratique du DJ, tu approches vraiment ton goût pour la musique et la fête comme un espace de rencontre, et tu essayes un peu de sortir du digital. Et donc, tu organises notamment une soirée qui s'appelle Club Rêverie, dont la première édition était à la Communale de Saint-Ouen en septembre, je crois. Oui. Et donc, ce qui est fun, c'est que l'idée, c'était d'inclure l'espace digital dans la soirée, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il y avait un chat pendant lesquels les gens pouvaient interagir dans la soirée, et ça popait en fait sur un écran, tu vois. Ouais. Est-ce que l'inspiration c'était Code Lyoko? Non, l'inspi en vrai de vrai, moi ça m'est venu parce que je repensais justement à mon adolescence, et moi j'ai passé, je sais
Enfin, je pense que c'est un truc que beaucoup de personnes ont en commun. Mais moi, pour moi, j'étais tellement originale. Mais en tout cas, je passais toutes mes après-midi devant Energy Hits. Et il y avait, vous savez, le petit liseré en bas avec les dédicaces. Comment oublier? Ça existe encore sur ces stars. Hein. Et en fait, c'était toute ma vie. Et moi, j'espérais avoir un jour du crédit, enfin de l'argent sur mon téléphone pour pouvoir envoyer. Évidemment, je l'ai jamais fait, mais j'espérais tellement un jour pouvoir faire une dédicace. Et je me suis rappelé de ça et je me suis dit, mais attends, c'était trop bien de pouvoir genre parler en live et écouter de la musique et avoir aussi du texte en même temps. Et donc du coup, c'est ça qui m'a un peu donné l'idée. Et après, évidemment, j'ai pas mis ça en place toute seule. C'était très compliqué. Oui, moi je me demandais, du coup, cette soirée, tu vas la refaire? Bah, on aimerait bien. En fait, le truc, c'est que... Parce que nous, on aimerait venir. Tony Zola qui performait, je crois. Ouais, Tony Zola, Chéri en live, les deux, et Apocalypse Now et Trashy et moi-même en DJ set. Okay. Et en vrai, ouais, on aimerait bien. Après, le concept de la soirée, c'était vraiment une soirée qui était 100% digitale et portée par le fait que l'espace dans lequel on l'a fait, c'était une salle où les 4 murs, c'était des écrans. Et donc, du coup, il y avait du VJing vraiment. T'es en train de nous 3D. dire qu'en fait, fallait être là. Non, mais retrouver une salle comme ça à Paris, avec une aussi petite capacité aussi, parce que on peut pas non plus remplir des grands espaces. C'est un peu difficile, ou en tout cas des espaces où il y a un espace moins 300 places avec des bons écrans et tout. Si jamais quelqu'un écoute ce podcast et a un plan, n'hésitez pas. Moi, j'ai l'Accor Arena peut-être. Ouais, on y pense, figure-toi. Je pense que pourquoi pas, ouais. Ou devant, à côté de la statue de Johnny Hallyday. En out, en open air. Ouais, why not? Écoute, on fait un peu froid là, mais on ramène nos propres écrans. On vidéo projette sur la pelouse de Bercy là. Ouais. Et ça passe. Alors, donc justement, Kai, tu as pas mal fait de choses pour transformer ces espaces digitales ou personnels vers des expériences collectives. Donc, tu as notamment fait des sessions d'écoute collectives d'albums où vous débriefez, en fait, où les gens débriefent ensemble et parlent de leurs sentiments, leurs opinions d'albums. Ouais. Je crois que le dernier, c'était Luxe de Rosalia, ou il y en a eu un après? Intense. On n'a pas fait Luxe. Ah, tu es mal renseigné. Hyper fake news. Pourtant, je suis un très bon journaliste. Non, on a fait Rina Sawayama. Ah, à la Flèche d'Or, et c'était super. Trop bien. Ouais. Et tu fais aussi un projet qui est super cool qui s'appelle la Kai Academy. Donc tu donnes des ateliers sur plusieurs jours où tu donnes des cours à des débutants de DJing. Et je crois qu'à la fin, il y a parce qu'il n'y a pas assez de DJ queer à Paris. Exactement. Mais justement parce qu'il y a pas mal de DJ qui se plaignent un peu ou qui critiquent le fait que maintenant tout le monde est DJ parce que les logiciels sont plus faciles à utiliser, moins chers qu'auparavant. Et qu'en gros, c'est plus des positions de fame, et qu'en gros, plus personne s'intéresse à la musique, blablabla. Et toi, en fait, littéralement, la KI Academy, c'est le contre-pied de ça. 100%. Puisque toi, ce qui t'intéresse, c'est genre de démocratiser la pratique, la rendre accessible à des gens qui n'auraient pas les clés. Donc, ça fait en fait vachement écho aussi à ce que tu fais avec les sessions d'écoute. C'est vraiment s'approprier des trucs de regard critique, etc. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu recherches dans un bon DJ ? Pourquoi ça t'intéresse justement d'être en mode mais en fait tout le monde peut DJ, c'est pas un truc exclusif de sa vente? C'est quoi qui fait la différence pour toi? Je pense que déjà il n'y a pas de bon DJ. Je pense que ça c'est une grille de lecture qui est déjà hétéro-patriarcale, capitaliste, enfin tout ce que tu veux, mais en tout cas qui est pas la mienne. Il y en a des mauvais. Il y en a des mauvais, mais en fait je pense que moi je suis pas apte à juger, tu vois, de qui est bon et qui est mauvais, en tout cas au sein de cette session de cours là, tu vois. En fait juste moi ce que j'aimerais c'est que, enfin moi, quand j'ai appris à mixer déjà, je me suis rendu compte que rien que si tu regardes sur YouTube, c'est que des hommes blancs, hétéros très certainement, qui, en fait, c'est hyper inaccessible, je trouve. Juste de ce point de vue-là, je trouve ça très, très inégal et très dur de se projeter dans quelque chose où les personnes qui détiennent, grosses guillemets, ce savoir le verrouillent et le gardent pour eux. Et en plus de ça, en fait, quand tu as l'impression que les personnes qui détiennent ce dit savoir ne te ressemblent absolument pas et n'ont rien à voir avec toi, je trouve que c'est dur du coup de se l'approprier. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, il y a une chose que moi en tout cas que j'estime qui est super importante, c'est d'avoir des hobbies et d'apprendre des choses nouvelles qui n'ont pas forcément pour but d'être professionnalisantes ou sur lesquelles on peut capitaliser. Et je pense que juste de avoir ce cadre-là, où pendant 5 ateliers, 5 semaines, tu viens et t'apprends quelque chose de nouveau, sans forcément avoir envie d'en faire une carrière, je pense que déjà en tant qu'adulte, c'est un truc qu'on peut féliciter et applaudir. Et en tout cas, moi, qui me touche énormément, de me dire que y a des personnes qui juste ont envie d'apprendre quelque chose de nouveau avec moi.
Et Juste, t'es en train de me dire qu'actuellement à Paris, il y a des personnes queer qui n'ont pas pour ambition d'être DJ ou star? les pauvres. Non, mais oui, bah en vrai, tu sais, il y a un monde parallèle dans lequel on n'est pas. Non, mais ouais, et je pense aussi que là du coup, petite exclue, mais du coup ce sera sorti quand le podcast sortira certainement. Mais là j'ai écrit un petit fanzine sur la transmission intracommunautaire et justement sur cette expérience de la K-Baby Academy. Et je suis allée un peu contacter d'autres DJ dans la France qui ont des pratiques d'ateliers en mixité choisie ou en non-mixité queer pour un peu essayer de comprendre ce que ça leur apporte aussi à LE. Et ça m'a trop touchée en fait de rassembler tout ça, de mettre mon expérience quelque part, mais aussi celle d'autres. Pour un peu, enfin en plus c'est des gens que moi je connais pas, enfin que j'ai vraiment contacté en ligne, de Rennes, de Nancy, de Nantes, de Lyon, de Marseille, et juste de pouvoir un peu centraliser toutes ces pratiques là quelque part, ça c'est quelque chose qui moi me touche, voilà, et que je trouve important en tout cas. Et d'ailleurs, tu as aussi un podcast avec Station où tu vas à la rencontre de clubs queer de nuit et de bars queer en France. Ouais. Est-ce que là, concrètement, tu as combien de podcasts? Non, j'en ai. Du coup, Groupie, c'est fini. On a fait une saison qui du coup, je pense qu'il n'y en aura pas, malheureusement pas de deuxième, faute de financement. Voilà. Si jamais quelqu'un a de l'argent. Mais oui, malheureusement, c'est pas un projet. Enfin, c'est un projet qui est trop ambitieux pour être non rémunéré. Donc, du coup, on a un peu pris. Mais heureusement, tu as une nouvelle actualité, oui. C'est ça. Je vais être comme moi. On s'est un peu dit, vas-y, on a fait une saison qui est bien. On s'arrête sur cette saison. Et si jamais un jour on a l'occasion de faire autre chose qui peut être subventionné ou financé, dans ce cas-là, let's go. Mais donc, du coup, là, en septembre, j'ai lancé sur Station une émission de radio qui s'appelle Club Club. Donc, du coup, qui est ma deuxième émission techniquement, mais la seule active. Ça va. Voilà. Et tu peux nous dire un peu ce que donc l'idée c'est que tu vas à la rencontre donc des lieux de queer club, bar, etc. Des lieux de queer. Et est-ce que tu peux nous dire un peu notamment en dehors de Paris, comment ça se passe, parce qu'on sait déjà qu'à Paris il y a pas mal de répression, que c'est difficile économiquement. C'est quoi un peu ton sentiment aujourd'hui de qu'est-ce que les gens racontent, comment les lieux se passent, c'est quoi les difficultés ou les joies que tu as rencontrées? C'est quoi un peu là ton petit tour de France des lieux queer? T'en tires quoi un peu comme petit bilan? En vrai là pour l'instant on est au début parce que j'ai commencé à enregistrer en septembre et c'est que un par mois. Et là, on est en décembre. Donc, pour l'instant, on est au début. Mais pour l'instant, en vrai, j'en tire que c'est énormément de galères. Et que plus le temps avance et plus j'ai l'impression que c'est compliqué. Après, je pense qu'une des grosses difficultés aussi, c'est que de ce dont j'ai un petit peu parlé, c'est avec les personnes qui tiennent des lieux queer festifs, c'est qu'il n'y a pas forcément de réseau de solidarité entre elles et que en fait elles ne se connaissent pas forcément, donc du coup ce qui crée que en fait parfois il y a des espaces qui peuvent avoir accès à des subventions etc, mais que elles ne le savent pas et parce que elles ne sont pas en réseau, donc pour l'instant c'est un peu ce premier constat, c'est de se dire que en fait c'est peut-être qu'il y a ce manque peut-être de liens, mais sauf que c'est par faute de temps, d'argent, c'est pas du tout quelque chose qui est blâmable sur les personnes qui tiennent ces lieux-là, c'est vraiment d'ailleurs, que si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, si quelqu'un nous écoute et pense pouvoir nous subventionner d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Hein. En mode mécène. En mode oui ou autre. Ouais, c'est mon rêve. Même en physique, si vous voulez nous envoyer des trucs. Des dons, on les cadeaux, testera. Les marques. On les testera. C'est tellement mon rêve d'être influenceuse et de recevoir des trucs. Genre, vraiment. Ça m'étonne que tu le sois pas. Genre, ouais. En fait, j'aime pas. Alors, ok, fun fact, je n'aime pas trop être perçue. En mode genre avoir des vidéos de moi sur internet qui restent tellement. Pour toujours, ça m'angoisse. Moi, on dirait pas comme ça, mais je suis une personne très timide. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est une femme secrète. Et donc, Kai, tu es aussi photographe et réalisatrice. Tu as notamment fait une série de 3 portraits intitulé Les monologues de la chambre, dans lequel tu reprends des stéréotypes des teen movies des années 2000 et tu réécris ces stéréotypes avec les personnes absentes de ces teen movies, donc des personnes trans, des personnes racisées. Ça représente quoi pour toi la chambre d'une adolescente et pourquoi c'était important de changer ce regard qu'on voit dans notamment les teen movies américains?
Ça me fait plaisir qu'on en parle parce que ça fait des années depuis ce projet-là et c'est vrai qu'aujourd'hui je fais plus tant d'images. Aujourd'hui, je suis très portée sur le son. Mais pour moi, la chambre, en fait, du coup, moi, j'ai écrit mon mémoire sur le lien entre la maison et la queerness, enfin le domicile et la queerness. Donc du coup, c'est évidemment des questions qui me parlent. T'as eu une bonne note? J'ai eu 19. Oh waouh! Ouais. Et sachez que mon mémoire, les professeurs le passent au master en mode c'est le mémoire, genre. Ok. Donc, voilà. Je ne savais pas qu'on avait Michel Lefoucault avec nous. En fait, c'est formidable. En fait, chercheuse. Mais oui, donc du coup, la chambre, clairement, c'est un espace non seulement de refuge, mais aussi un portail potentiel vers la communauté. Enfin, aujourd'hui via des canaux comme Internet. C'est aussi un espace de revendication, par exemple, parce que finalement, quand on a une chambre à soi, les murs, par exemple, ils peuvent nous appartenir potentiellement. Après, évidemment, je parle d'un point de vue de privilège, où dans ce cas-là, la chambre à soi peut exister et où les murs peuvent être décorés. Enfin voilà, donc du coup, mais en tout cas, dans ce projet-là, c'est un petit peu le but. Et ce que je voulais un peu montrer, c'était que, en fait, même en tant qu'ado, on peut avoir nos espaces à nous et les habiller comme on veut. Finalement, un peu à l'image d'un blog, comme moi, j'ai pu l'avoir quand j'étais plus jeune. Et toi, Caï, est-ce que tu as ta chambre à toi? Ma belle, j'habite genre dans 24 mètres carrés. Donc, j'ai pas de chambre, mais j'ai mon salon à moi. C'était une citation de Lorraine Bastide. Et justement, puisque nous parlons cinéma, camp invisibilisé et vidéo, je crois que Babouchka Babouche souhaite se rendre visible ce soir et va balancer sur le cinéma français. C'est l'heure du coup de Babouche. Oui, allô? Moi, j'ai une salope. La prochaine fois que tu entends parler de moi, je te croise dans la rue. C'est pas une droite que tu vas manger, c'est pas une gauche, c'est pas un coup de tête, c'est un coup de babouche. 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 Alors, lors de ma dernière apparition derrière ce micro, je cherchais à défendre, que dis-je, à sauver notre petite chérie Adèle Exarchopoulos des mains avides, diaboliques et disons-le masculines du cinéma français. Et ça vous a bien fait réagir, donc j'ai décidé d'aller encore plus loin, de mettre les deux pieds dans le plat et de malaxer. Ouais, on va bien remuer, et tant qu'à faire, ça sera pas dans un banal plat, mais bien dans un superbe couscoussier, afin de dénoncer le méfait que le cinéma français ne cesse de reproduire. Oui, celui-là même qu'il cherche à nous faire oublier. Mais nous n'oublierons pas, le cinéma français déteste les Arabes. Ça vous fait rire ? Rapide recontextualisation. Nous sommes en 2025. Zia Boumna, c'était 2005. Les Algériens assassinés et jetés dans la Seine, c'était le 17 octobre 1961. Et l'assassinat de Malik Oussekine du 5 au 6 décembre 1986. Bon. J'ai pas de chair à Paris 8. Je suis pas Denis, Eric, Pierre-Paul ou Jacques Fassin. Mais j'ai une carte UGC. Et bien que je ne fasse pas partie du camp des hérétiques, pour qui tous les films français sont nuls. Non, je suis une personne très ouverte d'esprit. Il m'est fréquemment arrivé d'aller voir nos productions nationales et d'en ressortir en me demandant mais pourquoi ont-ils tué cet arabe ? Et si le scénario exigeait ce funeste destin, l'arabe en question ne pouvait-il pas avoir une véritable caractérisation, voire plusieurs lignes de dialogue ? Car dans certaines productions, on dirait que tous les Arabes se valent, qu'ils sont interchangeables. Alors que je vous assure que si Karim Benzema et moi-même devions échanger nos vies pendant une semaine, ça se verrait. Bon, d'accord. Si je le faisais avec Rachida Dati, il est possible que ça passe inaperçu. Il y a même un risque non négligeable qu'elle y prenne goût et que, contrairement à moi, elle connaisse sur le bout des doigts les paroles de ses lip-sync. Mais bref, trêve de bavardage, revenons à nos melons. Je dis pas que François Ozon pouvait adapter l'étranger sans tuer l'arabe. Mais bordel, François, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'adapter l'étranger, le bouquin là sur un blanc qui tue sans raison un arabe en 2025 ? Puis allez, disons que t'étais obligé, t'avais le gun là sur la tempe.
Bah, t'avais de quoi rendre ça hyper homoérotique, d'interroger les dynamiques de pouvoir entre les Arabes et les colons. Mais non, tu nous fais un film bien sérieux, bien respectable pour lycéens qui ont la flemme de lire le bouquin. Et pour les lycéens qui nous écoutent, L'étranger, de toute façon, ça a toujours été un livre de merde. Ça dénonce. Next, classe moyenne. Je sais pas si vous avez vu cette comédie française sortie cet été. Franchement, c'est marrant 30 minutes. Puis ils savent pas comment finir le film. Du coup, ils tuent l'arabe. Il y a un arabe dedans, ils le tuent. Et pour finir, mon exemple préféré, c'est cet obscur film appelé Madame Hyde depuis grave cancelled Serge Boson. Je sais pas si quelqu'un l'a. Bah, vous avez bien de la chance. C'est un film dans lequel Isabelle Huppert joue une prof de lycée qui est à bout et du coup elle développe des pouvoirs magiques. Dès qu'elle s'énerve, elle brûle l'un de ses élèves arabes. C'est-à-dire elle a une classe de 30 élèves et dès qu'elle s'énerve, elle en brûle un, mais elle brûle que les arabes. Et le film n'adresse pas du tout ce sujet. Genre c'est comme si elle était trop énervée, du coup fallait qu'elle en tue un. Bref, je suis trop énervé, je dois tuer un arabe. Tous ces films, c'est comme si l'inconscient des réalisateurs leur faisait réaliser qu'ils écrivent des personnages hyper stéréotypés et qu'il faut donc les tuer. À mort les Arabes! Alors, personnellement, je conseillerais aux cinéastes de tout simplement ne pas écrire de personnages stéréotypés. Un bon exemple de cela étant pour moi l'excellent premier film d'Afsia Herzi, Tu mérites un amour. Voilà, elle tue pas les Arabes, elle leur donne des traits de personnalité, des vies... une existence. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Merci Babouchka Babouche pour ces mots toujours d'utilité générale. Alors Kai, en plus d'être DJ, photographe et tutti quanti, tu es aussi... Arabe. Littéralement. Tu es aussi lesbienne à plein temps. Et ça, c'est génial. Alors, t'en dis quoi du monde du dating lesbien ? Question vaste là. Question vaste. Écoute, en vrai, moi ça va. Moi ça va très bien. D'accord. Alors, puisque c'est la fin d'année, on voulait donner pour finir la parole à vous, les auditeuristes. Oui, on voulait terminer par une note d'amour. Alors, parce qu'on aime bien rigoler, on a demandé à nos auditeuristes de nous envoyer des anecdotes de premier rendez-vous, de premier date que vous avez que vous n'avez pas su gérer, que vous avez trouvé gênant, drôle, bref, juste pas possible, cata. Mais quoi. on soutient quand même. On soutient. Alors, Kai, puisque tu m'as dit avoir plein d'anecdotes de premier date, je propose que tu ouvres le bal. Kai, tu as 1 minute pour raconter un date gênant, drôle. Partage. Ok. Alors, en fait, c'est un premier date qui n'était pas vraiment un date et dans lequel moi, j'étais pas en date. Ok, je vous explique. Donc, en gros... C'était avec ton psy. Je suis comme ça. Traumatisme. En gros, c'était genre, j'avais, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça. Je parlais avec une meuf, on s'est rencontrés au concert de Lana Del Rey. Bref. On se rencontre au concert de Lana Del Rey et il s'avère que bon, on se revoit quelques semaines après, etc. Ça se passe super bien. Cette meuf habite en Suède. Après, quelques mois après, on continue à se parler H24. Quelques mois après, elle vient chez moi. Il se passe rien du tout. Il y a aucune vibe, rien. Elle rentre chez elle en Suède. Plus jamais aucune nouvelle. On s'est vraiment mutuellement ghosté. Elle habitait à Uppsala. Quoi, je connais pas ces endroits. C'est une ville en Suède. Besoin qu'elle y aille. Bref. Anyway, du coup, oui. Donc, j'avais oublié ce qui se passait après. On coupera. Du coup, donc elle rentre chez elle. Je n'entends plus parler de cette personne pendant 1 an. 1 an plus tard, il s'avère que moi je voulais aller à Amsterdam pour vivre ma vie, quoi. Enfin, juste aller à Amsterdam pour kiffer. Et je sais plus pourquoi, je crois que je fais un tweet ou un truc comme ça ou une story et elle y répond alors qu'on n'avait eu aucun contact pendant 1 an. Et elle me dit mais moi aussi j'aimerais bien aller à Amsterdam et tout. Et je fais vas-y, t'es chaud, on y va ensemble. Déjà première erreur. Bon. Pourquoi est-ce que je sais pas. Bon. Du coup je fais vas-y, t'es chaud, on y va ensemble. On y va ensemble. On arrive à Amsterdam et moi le premier soir, j'avais vu qu'il y avait, je sais pas si vous voyez, Maggie Rogers, une artiste, qui passait en concert, et je me suis dit, je suis là, autant aller au concert. Je vais au concert, je lui propose de venir, elle me dit, ok, vas-y, je viens, cool et tout. Je vais au concert, et elle me dit, je te rejoins à la salle.
elle arrive, mais elle me dit finalement en fait je vais passer le concert toute seule derrière sans toi. Je suis en mode ok, Étrange. ok, pas de problème. Enfin, on se rejoint à la fin du concert. Le concert se finit, on sort et en fait je capte qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Oh my god. Et qu'elle a passé le concert avec cette autre personne. Sa meuf? Et non mais je sais pas. Et en fait elle me dit c'est ma pote qui vit à Amsterdam. Et je suis en mode ok, cool, vas-y on va boire un verre. Donc on va boire un verre toutes les trois. C'était sa mère. Non, franchement, blue-haired lesbian. Écoute, tu sais, vois ce que certaines personnes c'était connaissent pas la lesbianité très tard dans la vie. Non, À 65 ans, ça se déteint les bleus. Hein. Les bleus. Et on respecte, mais là c'était pas le cas. Ok. Bref, du coup. On va au bar, on se pose, etc. On commence à discuter. L'autre personne, du coup, est super sympa. Et elle nous dit, écoutez, je connais un club gay qui est pas loin. Venez, on y va et tout. Du coup, nous, on y va. Et là, on commence à danser, machin. Et moi, c'était à l'époque où je buvais. Et donc, du coup, on a bu, machin. Et là, en fait, je me tourne vers sa pote et on commence à se pécho. Et moi, j'avais pas read the room. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et là, je me tourne vers la meuf avec qui était du coup devenue ma pote. Il y avait rien de romantique avec cette meuf de Suède. Du coup, je me tourne vers cette meuf et là, je vois qu'elle est en tempête émotionnelle. Elle est vraiment elle est en crise de larmes. Et là, donc, elle sort du club, mais vraiment en trombe. Elle se met par terre sur le trottoir et elle commence à pleurer, mais toutes les larmes de son corps. Toutes les larmes de son corps, ok ? Et là, je me tourne vers, du coup, la meuf que j'ai pécho, la meuf d'Amsterdam, et je suis en mode, mais c'est quoi le délire ? Enfin, et la meuf, elle me fait, mais tu penses qu'elle est amoureuse de toi ? Et je suis en mode, non, je pense pas. Alors là, vraiment, je pense pas du tout. Elle est rentrée à Stockholm la dernière fois et elle m'a plus qu'à là pendant 1 an, donc j'en doute. Et là, en fait, ça fait le titre dans ma tête et je me dis, mais en fait, elle est amoureuse de toi. De toi, c'est toi la meuf d'Amsterdam. T'as été la révélatrice. Et en fait, il s'avère que effectivement, la meuf de Stockholm était amoureuse de la meuf d'Amsterdam, qu'elle l'avait emmenée au concert en mode premier date, et que moi j'avais pas read the room, que j'avais pas capté, et que du coup je suis allée pécho la meuf dont elle était amoureuse. Aïe, 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 le bourbier devant ses yeux. C'est un énorme bourbier, ça. J'adore le move. Non mais, j'avais pas capté. Sauf que, là, rappelez-vous, c'est le jour 1 du voyage. Il nous reste 1 semaine à Amsterdam dans le même Airbnb. Non, Ouais, non. vous logiez pas ensemble. Elle m'a pas. Non, c'est trop. Elle ne m'a pas adressé la parole de tout le restant du séjour. On avait une seule clé pour 2. Donc je vous laisse imaginer l'ambiance. Aïe, 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 aïe. Merci d'avoir partagé ça. Ça a l'air horrible. C'était horrible. Je suis content. Moi, je deviens pas lesbienne. Hein. Exactement. J'allais dire, je suis tellement content de pas être lesbienne. Moi, voilà. Alors, voilà, on a 3 petites anecdotes. Alors, première anecdote qui partage un sentiment qu'on a tous eu, je crois. Vas-y, Ous. J'ai fait un date avec un mec. Non, pareil, c'était pas un date. Genre, j'avais matché avec un mec, mais j'avais la flemme de faire un date. Du coup, j'étais avec des potes dans un bar. Et ma pote m'a chauffé, m'a dit mais vas-y, tu viens de venir et tout. Et il vient dans le même bar. Et en fait, il arrive et. Flemme. Du coup, j'ai laissé mes potes le gérer. Et je voulais presque pas parler. En fait, tu vois, c'est moi les red flags, c'est moi. C'est moi le problème. Alors non, tu n'es pas le problème, chère auditorice, mais je tiens à préciser qu'une autre auditorice nous a envoyé une petite histoire par écrit en disant qu'il lui arrivait plus ou moins la même chose, en mode genre j'ai grave la flemme, mais après j'ai parlé avec les gens de la table d'à côté, on est devenus potes et on s'est moqué de mon date avec qui ça marchait pas. Alors un conseil, quand tu as la flemme, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'en vas ou tu joues au jeu ou tu shame ? Ah non, moi je suis trop honnête pour ça, j'ai pas la force. Hein. Ok. Ah non, là C'est non. pas safe space ce qu'on propose là. Tellement Non, pas. mais bon, c'est pas safe space. Ok. Ok, donc toi t'es honnête, on s'en va, on se lève et on se casse. Tellement. Ok, super, c'est noté. Alors, deuxième vocal. Alors là, on a 2 vocaux. Après, moi, si je peux me permettre, ça dépend s'il y a à manger ou pas. Ah, ça c'est vrai. Non, mais parce que s'il y a de la nourriture qui est servie, je vais pas partir. Non, mais soyons réalistes 2 minutes. C'est vrai, c'est très... ouais, c'est Il y a de la gratuité. S'il y a de la gratuité, t'attends la Mais, fin du date et tu te casses, ouais. Enfin, on est en période de récession, hein. Mais alors, moi, je peux partager un truc. Premier date, enfin, on s'était vu genre une fois. Deuxième date, le mec me fait... J'ai des billets... Alors, c'était bien avant toute la cata. J'ai des billets gratuits pour aller voir Kanye West en concert.
Moi, je savais que j'étais pas du tout intéressé. Mais j'étais en mode, il a des billets gratuits pour aller voir Kanye West. Donc, évidemment, je dis oui. Et après, bah, tu sais, ça te pose des T'es vrais allé voir dilemmes. Kanye West dans ta vie? En 2015, ouais. Oh la chance. Ouais. Je sais pas si C'était trop bizarre. C'était. Mais en fait, j'étais pas fan, mais c'était gratuit. Enfin, tu dis pas non. Enfin, c'est comme les. Oui, la puis foot, maintenant un tu peu. peux plus quoi. Alors là, on a reçu 2 vocaux pour terminer, qui se répondent de manière étonnante. Premier vocal, on écoute. Alors c'est un date via les applis. On n'a pas beaucoup parlé avant de se voir. On se retrouve dans un bar assez tôt, genre je sais pas, 19h. Et je comprends qu'elle vient de loin. Genre elle a pris 2 RER pour venir et tout. Donc bon, je me dis, j'espère que ça va aller parce qu'elle a fait de la route et tout. Donc bon, faut pas que ça dure 5 minutes. Donc on papote. Moi j'aime pas que les premières questions ça tourne autour du travail. Je préfère parler d'autre chose. Donc on parle d'autre chose. Et quand même à un moment, elle me demande ce que je fais dans la vie et je lui retourne la question. Et elle me dit avant j'étais gendarme. Maintenant, twist. je le suis plus, alors je sais plus ce qu'elle faisait. Donc j'avale un peu ma salive de travers en mode avant mais c'est voilà. Et là elle donc je me dis bon, arrête, ça peut arriver, enfin les gens peuvent se tromper, elle a fait ça quand elle était jeune, enfin elle en est revenue a priori, enfin elle fait autre chose, etc. Ça recrute, hein. Mais là, elle me dit, non, ouais, c'était compliqué comme métier et tout, mais j'ai gardé des super bonnes relations avec tous mes potes gendarmes actuellement, quoi. On est trop potes. J'ai fini ma bière et je lui ai dit, je suis désolée, j'y vais, quoi. Je m'en vais. Et je suis partie. Ça a duré, je pense, 45 minutes. Mais c'était pas possible, quoi. C'était pas jouable. Et elle a repris ses 2 RER, la flic. Force à elle. Alors oui, là, on L'enfer. pose la question. Aïe, aïe, aïe. Kai, qu'est-ce qu'on fait quand on est en rendez-vous avec quelqu'une dont on ne partage pas forcément les opinions politiques? Les Gwyn de droite, c'est ton truc ou Oh pas? là là, alors loin de là. Moi vraiment, je peux pas supporter. En fait, je crois Ça que t'est déjà arrivé? non, mais parce que je pense que déjà je fais un tri avant, tu vois. Je peux pas supporter ça et vraiment, je crois que moi je crois que c'est parce que je suis taureau. J'ai trop la flemme C'est d'argumenter. sûr. J'ai pas la force d'aller argumenter avec quelqu'un, d'expliquer pourquoi je pense pas la même chose que toi et blablabli et blablabla et perdre ma salive et mon temps dans quelque chose. Donc en fait, je pense que si déjà de base j'ai un mauvais pressentiment, je vais pas, tu vois. Donc là, je pense que j'aurais fait un peu pareil que cette personne, c'est-à-dire On se lève et on se casse. ouais, 100%. En fait, je crois que c'est un petit ouais. Je Ouais, crois c'est un que- peu ta DA. Ouais, Moi, j'aime ça. grave. Moi, je pose la question du travail en première question. Comme ça, t'es sûr, oui. Ça écoute à 5 minutes, t'as pas 45 minutes. Ouais. Non, mais parce que c'est vrai, il y a des travails qui font moins rêver que d'autres. C'est vrai. Toi, du coup, quand tu dis C'est que t'es dur. drag queen, ça fait rêver. Et pour finir, alors, si notre précédente auditrice n'a pas été sensible par le sex appeal de la policière, on en a une autre qui, visiblement, n'est pas de cet avis. On écoute. Salut le masque, petite anecdote d'un date qui a bien commencé, qui a terminé malheureusement avec la police, pas la police française, mais bon c'est la même chose, et puis qui a reterminé bien, heureusement. Donc je suis avec une meuf en date, on décide de rentrer chez elle, faire nos petites affaires. Et voilà, dans cette ville, les gens se déplacent exclusivement en moto. Donc on est à 300 mètres de chez elle, mais elle veut absolument reprendre sa moto. Ce que je lui déconseille évidemment de faire, mais elle la prend quand même. Ce qui me déplaît pas sur le moment, puisque bon voilà, elle avait pas une conduite extrêmement, disons, civique, étant donné qu'elle avait une main sur le guidon, une main autre part. Mais bref, ça. Voilà, je pense que par ailleurs la police nous a suivis pour cette raison. Donc bref, on se fait arrêter. La meuf avait bu, voilà, elle avait bu et elle dépassait largement le taux. Donc ça a été du pénal. Donc 2 jours après, elle a dû passer en jugement, voilà, et elle a, voilà, on lui a retiré son permis pour 10 mois. Ça s'est soldé aussi par une grosse amende. Bon, disons, pendant les 1 heure où la police nous a arrêtés sur le trottoir, moi j'ai eu le temps de réfléchir à tout ce que j'allais faire pour compenser ce problème, disons. Voilà, donc j'ai eu quelques idées. On peut dire que c'est un date où la police
Non, je vais pas dire ça. Moi, si je veux dire. Ou la police m'a inspiré. C'est peut-être un red flag. Enfin, voilà. Alors là, on peut clairement citer Sexy Sushi jusqu'au bout. Le sex appeal, la policière m'a fait mouiller devant derrière. Là, il faut, il faut décortiquer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces vocales. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu des plot twists et tout. Ouais, genre... Pour 300 mètres, est-ce que ça la vaut meuf, peine elle a vu la bécane, elle a vu la flic, elle a vu la meuf et elle s'est dit... Wait a minute. On pourrait faire un jeu de rôle. Et je ne parle pas de Magic the Gathering. Alors, on en pense quoi, Caï Est-ce que tous les kings sont permis même quand ça implique la police? Fermons Question nos piège. esprits. Fermons nos esprits, par pitié. Non, vraiment, fermons nos esprits. Ok. Ouais. Non, je pense que... Après, on choisit pas ses kinks. Ah. Dit-elle avec des lunettes mouches. Bon, alors moi, faut savoir que j'ai aussi genre une espèce de casquette avec une... T'as un king police? Non, j'ai un kink skater comme mon look là, un peu. Skater, genre... Vous avez l'impression d'avoir votre sexualité maîtrisée en contrôle? En contrôle de la police, oui. Ouais, voilà, ouais. Non, Ouais. mais je baisse pas la police. Enfin, Ah bah si, on nique la police en fait, merde. Bon allez, sur cette note kinky problématique, nous arrivons à la fin de ce podcast. Un énorme merci à Kai Baby d'être venu se mettre une plume dans le cul avec nous ce soir. Un énorme merci à vous le public d'être venu toute cette soirée, d'avoir été à notre écoute. merci à nos témoins. Et merci à nos témoins et de terminer l'année comme ça. C'est chouette, chaque épisode est plein de surprises. Merci à la police. J'aurais peut-être pas jusque Voilà, là. vite 2026. Merci à toute l'équipe des Souffleuses de nous accueillir ce soir et de nous avoir accueillis dès le premier épisode, le 4 décembre dernier avec Alexis Langlois. Pour ceux qui découvrent le podcast ce soir ou qui l'écoutent, écoutez tous les autres épisodes, ils sont chouettes. Merci à Quentin Bidot pour le visuel et Snow pour les photos. Followez son travail sur Instagram, c'est @hotpinksnow. Merci à Ous, à la régie, la star qui va devoir monter cet épisode, ça va être fun. Je suis vraiment désolé. Et merci à Babouchka Babouche. Alors n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer du cœur, des loves, des anecdotes. Suivez la page sur Instagram, c'est @lemasquetlaplume DLQ. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, le 19 janvier, où nous recevrons l'autrice Chloé Delhomme dans la cave des Souffleuses. On a hâte d'être avec elle. Passez une très belle soirée, une belle fin d'année. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul. Bonne soirée! Non mais j'ai jamais baisé avec un flic.